Voici comment, il y a 20 ans, le plus gros mensonge de l'histoire allait tuer des centaines de milliers d'innocents et changer le monde à tout jamais. Ça commence avec cette image historique. C'est le 5 février 2003 et on voit Colin Powell, alors secrétaire d'État américain, expliquer devant le Conseil de sécurité de l'ONU que l'Irak détient des armes de destruction massive, une fiole d'anthrax à la main, pour convaincre la communauté internationale d'attaquer l'Irak. Une comédie et une tragédie à la fois. Une comédie parce que Colin Powell lui-même n'était absolument pas convaincu par cette image-là, mais en même temps une tragédie parce qu'à cause de ce comportement-là, à cause de cet affichage-là, nous avons sacrifié des Américains et des Irakiens, nous avons perdu des milliers et des milliers d'individus. Les 3 raisons pour aller en guerre contre l'Irak invoquées par les États-Unis étaient toutes fausses. Première raison, démanteler les fameuses armes de destruction massive. Dans les années 90, nous avons détruit, la communauté internationale a détruit la totalité des armes de destruction massive. On savait tous très bien, les Américains ont promis que depuis 91-92, le régime de Saddam Hussein ne disposait plus des armes de destruction massive. On l'a appris plus tard que la CIA était très dubitative sur les preuves et les sources de ces liens entre Saddam Hussein et les armements. Et donc, on a compris très vite, et aujourd'hui c'est totalement certifié, et George W. Bush lui-même l'a admis, qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Deuxième raison, pour établir la démocratie. La deuxième justification, c'était la lutte contre la dictature. Or, les États-Unis d'Amérique avaient en 2003 des liens très forts avec des régimes au Moyen-Orient basés sur la dictature, beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants que le régime de Saddam Hussein. De l'Arabie Saoudite jusqu'à l'Égypte. Alors que lors de la guerre Iran-Irak de 1980 à 1988, ça ne dérangeait pas les Américains de collaborer avec Saddam Hussein. Mais dès l'invasion irakienne du Koweït, en août 1990, qui déclenchait la première guerre du Golfe, la dictature de Saddam Hussein les gênait. Ça faisait aussi partie d'une stratégie qui était déjà étudiée il y a de nombreuses années par les néoconservateurs américains, celui de remodeler le Moyen-Orient et de le rendre plus démocratique, et en sous-main surtout d'aller renverser des régimes qui n'étaient pas à leur botte, si je puis dire. Des régimes qui, même s'ils avaient été alliés à un moment donné, mais lorsque Saddam Hussein a changé de politique, a déplacé le curseur et a contredire la politique et les visées américaines, on est allé le déboulonner. C'est une histoire d'alliés qui sont devenus des ennemis. Et enfin, troisième raison de l'invasion américaine en Irak, le régime de Saddam Hussein aurait eu des liens avec Al-Qaïda, accusé d'être derrière les attaques du 11 septembre 2001. On a très vite compris que c'était un mensonge. On savait qu'il n'y avait aucun lien ni entre l'Irak et Al-Qaïda, ni entre Saddam Hussein et les attentats du 11 septembre. Les 3 argumentations pour lesquelles les États-Unis d'Amérique ont envahi l'Irak n'avaient absolument pas de légitimité. En plus de ces 3 fausses raisons, la guerre était surtout illégale selon le droit international. Lorsque les Américains envahissent l'Irak, ils n'avaient absolument pas la validation des Nations Unies. Ils n'avaient pas la légitimité du Conseil de sécurité. Et donc, c'est une invasion unilatérale et unilatéralement imposée à la communauté internationale. Et illégale par définition. Mais, malgré l'illégalité de cette guerre, les 10 millions de manifestants à travers le monde pour s'y opposer, le nom de la France, de l'Allemagne et de la Russie, la nuit du 19 au 20 mars 2003, les États-Unis lancent l'opération Liberté pour l'Irak, accompagnée de l'armée britannique et d'autres contingents étrangers dont la Pologne et l'Australie, et envahissent l'Irak. Cette nuit horrible du 19 au 20 mars 2003, où les premiers bombardements sont passés en direct à la télévision. Avertissement d'un chaos à venir, graduellement, jour après jour, semaine après semaine. Les attentats, les massacres, les kidnappings se sont faits quotidiens. C'est devenu la routine. Résultat de cette guerre injustifiée, un dégât humain considérable. Au moins 300 000 civils irakiens tués et 300 000 blessés, même si le nombre de morts pourrait être bien plus grand. 20 ans après l'occupation d'Irak, à ce jour, nous avons 3 400 000 exilés irakiens dans 14 pays. Nous avons 4 millions de déplacés à l'intérieur du pays. Nous avons 1 700 000 Irakiens qui vivent sous des tentes dans leur propre pays. Nous avons 6 millions d'orphelins irakiens à cause de cette
cette guerre-là. Nous avons 12 millions de veufs, nous avons 6 millions d'individus qui ne savent pas lire et écrire. Or, dans les années 70, l'Irak, le système éducatif irakien était un idéal type pour la totalité des sociétés moyen-orientales. Nous avons 25% des Irakiens qui vivent en dessus du seuil de pauvreté. Autre ravage, le sectarisme causé par la guerre. Lorsque les Britanniques arrivent en Irak en 1921, ils excluent les deux composantes majeures de la société irakienne, les chiites et les kurdes, qui composaient à peu près 71%, 73% de la société irakienne, et confient la clé de cet État à une composante de la société irakienne, à savoir les sunnites, qui dirigent le pays de 1921 jusqu'à 2003. Lorsque les Américains arrivent en Irak, ils vont approfondir ce communautarisme en confiant la clé de cet État irakien aux chiites et aux kurdes, en excluant la communauté sunnite. Les Irakiens se sont mis à voter pour le chef de quartier, pour le chef religieux, pour celui qui les représentait par l'apparence et pas forcément par les idées. Et donc ça a structuré le pays dès le début comme ça, de manière assez sectaire. On a vu les chiites voter pour des chiites, les sunnites voter pour les sunnites, les kurdes pour les kurdes. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, 20 ans plus tard. On voit un pays fragmenté, sectarisé, où il est difficile d'émettre une opinion ou de débattre d'une idée sans être fidèle, entre guillemets, à son courant religieux, à sa confession. Et ça, c'est quelque chose de catastrophique. L'arrivée, ironiquement, d'Al-Qaïda en Irak et la création de groupes comme l'organisation État islamique. L'occupation américaine de l'Irak a préparé des conditions objectives qui ont permis la montée en puissance des macro-mouvements radicaux, à l'instar d'Al-Qaïda et Daesh. C'est un moment fondateur pour la naissance du djihadisme, du terrorisme à l'échelle macro. Sans l'occupation d'Irak, on n'allait jamais assister à la naissance de son monstre mondial et mondialisé qui s'appelait et qui s'appelle toujours l'Organisation d'État islamique, en tant qu'entité étatique, mais aussi en tant que groupe si actif, en tant que macro-groupe à l'échelle nationale irakienne, mais aussi à l'échelle régionale, moyen-orientale, pour ne pas dire à l'échelle internationale. Ces groupes armés ont bombardé des sites sacrés chiites en Irak, ont tué des milliers d'Irakiens dans des attentats suicides et des voitures piégées. On retrouvait 100 cadavres par jour sur les trottoirs en Irak, des personnes qui étaient enlevées puis exécutées, et en face on envoyait des voitures piégées dans les marchés. Donc c'était réellement un quotidien fait d'attentats, kidnappings et de meurtres. C'était la terreur au quotidien. On ne peut pas imaginer un Irakien qui n'a pas connu dans sa famille un meurtre, un kidnapping, un attentat. Les attentats en Irak sont nés suite à l'invasion américaine de 2003. Pour rappel, à son apogée en 2014, l'organisation État islamique contrôlait 40% de l'Irak, mais aussi un tiers de la Syrie voisine. Et le groupe a tué des milliers de personnes dans le monde entier. En plus de l'Irak et de la Syrie, l'organisation État islamique a tué dans tous ces pays. Quatrième conséquence de l'invasion américaine, les ravages culturels et artistiques sur un pays qui était autrefois le berceau de la civilisation arabe. Le pillage du musée national de Bagdad lorsque les Américains sont entrés, c'était quelque chose de terrible à voir et ça a été quelque chose de tragique pour les Irakiens, surtout que ce musée aurait pu être protégé juste par un tank posté devant. Ce qui n'a pas été le cas et on sait que le ministère du pétrole, lui, a été protégé. Il y a eu énormément de pillage culturel tout au long de l'occupation américaine. L'Irak, c'est un pays tellement riche sur le plan archéologique, sur le plan des sites qui n'avaient même pas été explorés, qui est une des villes les plus vieilles du monde, où on trouve des tablettes cunéiformes, etc. Ce site, qui est un patrimoine mondial, était dans l'enceinte de la base américaine de Nasiriyah, qui est une ville au sud de Bagdad. C'est dire à quel point le patrimoine irakien n'était pas du tout la priorité ni de l'armée américaine, ni du gouvernement en place. Et après leur invasion, les Américains ont orchestré une transition fantoche vers un nouveau régime, en même temps qu'ils jugeaient et exécutaient rapidement Saddam Hussein. On a vu une espèce de coalition de représentants des ethnies et des confessions d'Irak qui n'étaient même pas connus des Irakiens, qui étaient sincèrement vus comme des clowns de la part des Irakiens. Et lorsque Saddam Hussein a été attrapé, les Irakiens de manière générale voulaient un procès équitable. Sauf que les Américains et le gouvernement irakien mis en place a créé un tribunal spécial pour juger Saddam Hussein. La liste des dossiers était longue et il n'a pas fallu longtemps pour l'exécuter et les Américains eux-mêmes l'ont
reconnu, Saddam Hussein avait plein de choses à dire et je pense qu'il avait des choses à révéler aussi sur les relations ambiguës entre l'Irak et l'Occident, mais les États-Unis de manière plus particulière. Ça a été quelque chose qui a été vécu de manière très difficile par une grande partie de la population irakienne, qui, je pense, aurait voulu aller au bout du procès, qu'il soit condamné pour tout un tas de dossiers, que ce soit fait dans les règles du droit. Ça a été perçu comme une cabale d'un camp contre un autre. Et quand on assiste à ça, on n'a pas le sentiment d'assister à une justice internationale. Et ça a été condamné par toutes les grandes organisations, que ce soit Amnesty International, Human Rights Watch. Il fallait absolument pas prendre Saddam Hussein, il fallait absolument pas tuer Saddam Hussein, il fallait absolument qu'il reste en tant que témoin. En 2003, ils ont envahi l'Irak en imposant une formule aux Irakiens sur laquelle les Irakiens devaient reconstituer leur société, leur État et leur nation. Cela n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, on est dans l'échec total. Le devoir éthique, morale, la responsabilité des Américains, mais aussi de la communauté internationale, c'est accompagner les Irakiens pour que eux-mêmes développent une nouvelle formule qui permet la gestion de leur diversité et de leur vivre ensemble. Mais quelle leçon le monde a-t-il tiré de cet échec total? Et pourquoi aucun des dirigeants qui ont ordonné l'envoi de troupes en Irak n'ont été jugés par la justice internationale?